Entre résistance, contestation et négociation, le choix pour taire les armes n'a pas toujours été aisé pour le gouvernement congolais. À Kinshasa, c'est un balai diplomatique qui s'est ouvert depuis ce week-end. Le président angolais, d'abord, qui a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. La situation sécuritaire préoccupe. L'ancien président kenyan est aussi à Kinshasa en tant que facilitateur dans les pourparlers de Nairobi. La négociation sera-t-elle le dernier recours pour le retour à la paix? En tout cas, les rebelles réclament et rappellent aux clauses de Nairobi en demandant que les discussions reprennent, une option presque soutenue par la communauté internationale. Comment le pays s'en sortira avec ce cycle de négociations? On suit ce dossier. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Des bruits des bottes, des déplacements massifs des populations. Le quotidien des populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Plusieurs négociations ont eu lieu pour tenter de juguler la crise et faire taire la tension. Les groupes armés, y compris l'IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. L'histoire remonte à Sun City. Le pouvoir en place et belligérants réunis ont abouti à la signature de l'accord global et inclusif avec pour ambition de finir avec les armes comme moyen de revendication et jeter les jalons d'une république civilisée. Mais hélas, moins de 5 ans après ce moment historique, la République démocratique du Congo fait désormais face à une nouvelle rébellion. Le Congrès national pour la défense du peuple, avec à sa tête Laurent Nkunda Batouaré, fait son apparition à Djomba, dans les collines de la province du Nord Kivu. Laurent Nkunda revendique principalement 8 choses. Des négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa, la renégociation de tous les contrats signés par le gouvernement congolais avec les entreprises chinoises, la cessation de toute forme de coopération entre les forces gouvernementales et les rebelles rwandais des FDLR, la protection pour toutes les minorités ethniques de la RDC, l'intégration de ces combattants au sein de l'armée, l'intégration au sein de l'administration du gouvernement des policiers et fonctionnaires travaillant en territoire rebelle, la promotion de la bonne gouvernance et enfin une élévation en grade et une fonction pour lui-même dans l'armée. Talks and maybe if Kabila can accept, it will be the end of the... Après négociation, ce mouvement rebelle va décider de changer de stratégie en s'émuant en parti politique et décide de soutenir le maître de l'époque. Un revirement à 360 degrés que le coordonnateur du bureau de liaison du CNDP dans la capitale justifie par la volonté de son mouvement d'aller vers la paix pour cheminer ensemble, consolider la paix et rebâtir le pays. Leurs revendications étaient en partie rencontrées par le pouvoir de Kinshasa, entre autres la reconnaissance des grades des membres de l'ancienne branche armée du CNDP. Seulement quelques années après, les ex-combattants de l'ex-CNDP réintégrés dans l'armée à la suite d'un accord de paix du 23 mars 2009 vont refaire surface sous une autre dénomination. Le mouvement du 23 mars, le M23. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est depuis la fin du mois de mars de nouveaux témoins des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Essentiellement composés par des anciens soldats de l'armée congolaise qui se sont rébellés car ils accusent le gouvernement de marginaliser leur minorité ethnique Tutsi, dont la plupart viennent des communautés rwandophones congolaises du Nord. Il dénonce en outre le non-respect des modalités de l'accord signé par le gouvernement. Tchaboui,
Tchaboy, Landela Oy, vérifier Oy. Au moins 6 mois pour na pomme wana M23 que y pomme te et tel tango teli to ningiskan jete bo ya mo ka Défait et dissous dans le cadre d'un accord de paix régional signé à Nairobi en décembre 2013. Les rebelles du M23 sont désarmés et déplacés pour la plupart dans des camps en Ouganda. Signé le 12 décembre 2013, l'accord entre le M23 et le gouvernement congolais prévoyait notamment la dissolution du M23 en tant que groupe armé. En contrepartie, Kinshasa devrait s'engager à faciliter la mobilisation, le désarmement et la réinsertion des combattants. Le 28 et 29 mars 2022, avec le soutien de l'armée rwandaise, les rebelles sont sortis de leur bastion d'altitude pour attaquer des positions de l'armée, notamment à Runyoni et Tchanzu, région où 8 soldats de l'ONU sont morts dans le crash de leur hélicoptère le 29 mars. Près de 10 ans plus tard, le M23, réorganisé et requinqué et qualifié de groupe terroriste, s'accapare de la cité frontalière de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Pour la République démocratique du Congo, l'ennemi n'est autre que le Rwanda qui octroie armes et hommes au M23. 72 000 personnes se sont enfuies dans leur village en 8 jours pour trouver refuge dans les localités voisines ou en Ouganda, où des milliers d'autres personnes se sont mises à l'abri en mars, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Le 25 mars 2022, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, déclare que des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu le M23 de la part du Rwanda. Au même moment, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères congolais, affirme sans hésitation que le Rwanda a attaqué le camp de Rumangabo, une importante base des FARDC à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Il ajoute que le M23 soutenu par le Rwanda a attaqué les troupes internationales de l'ONU. De son côté, le gouvernement rwandais réfute les accusations congolaises. Alors qu'il serait légitime que le Rwanda réponde aux attaques des FARDC sur son territoire, il n'est pas impliqué dans les combats en cours, affirme la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makoko. Pour le Rwanda, il s'agit d'un conflit intra-congolais. Le 23 mai, Kigali accuse l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes vers le Rwanda, blessant plusieurs civils. Une enquête a été demandée au mécanisme de vérification conjoint élargi, un organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région volatile de Grand Lac. Dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies, l'on s'avoue vaincu face à la force de frappe de ce groupe armé. Comme solution, c'est le dialogue que recommande la communauté internationale. Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Dans le cadre de la région de l'Afrique de l'Est, des négociations sont organisées avec comme médiateurs l'Angola et le Kenya. Une remise en question de ce qui était perçu comme intransigeance il y a peu de la République démocratique du Congo. L'offensive lancée par le M23 avec la prise du territoire de Rutshuru va changer la donne côté congolais. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. L'appel à la mobilisation générale est lancé par le président de la République. Un appel commenté de diverses manières par l'opinion. Si pour la République démocratique du Congo, les négociations n'ont pas produit des fruits escomptés, pour la communauté internationale, l'heure est à la reprise, mieux à la relance du bras diplomatique.
Pour enfoncer le clou, l'Assemblée nationale va voter une recommandation interdisant au gouvernement de procéder au mixage, brassage et négociation avec des groupes armés dans le but de les intégrer dans l'armée, la police ou l'administration. Une équation à multiples inconnus quand on sait que ce n'est ni plus ni moins ce que d'habitude demandent les rebelles. Les frappes aériennes des FARDC sur des positions du M23 et ses alliés vont-elles changer le cours de l'histoire? Dans l'opinion, il faut aller jusqu'au bout. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Dans les hauteurs du mont Ngaliema, la volonté y est, mais une hésitation à aller jusqu'au bout est constatée par la population. Au-delà de la volonté et de la passion, il y a de la décision politique à prendre avec tous ses effets. L'heure est au meilleur choix pour la survie de la nation. Pour comprendre les divergences entre les deux pays sur la rébellion du M23, il faut aussi remonter au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette tragédie est à l'origine d'un exode massif des Hutus rwandais accusés d'avoir massacré les Tutsis en République démocratique du Congo. Depuis, le Rwandais est régulièrement accusé par Kinshasa d'incursion au Congo et de soutien à des groupes armés dans l'est du pays. Toute une chronologie des faits sur l'histoire de cette agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maître Jacquemain Chabani, finalement, c'est le même scénario qui se redessine, le dialogue. Est-ce que cette fois-ci, la République démocratique du Congo va succomber aux sirènes d'appel du M23? Non. Non, je crois que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été suffisamment clair sur cette question. Son gouvernement aussi l'a soutenu. Notre Parlement, nos représentants du peuple l'ont aussi fortement exprimé. Je crois que c'est une expérience que nous avons vécue à plusieurs reprises, qui permet effectivement à l'ennemi de la République démocratique du Congo, le Rwanda, de nous infiltrer, d'infiltrer nos forces armées, d'infiltrer nos différents services. Mais quels sont les moyens de résistance que nous avons face à une sorte de pression? La communauté internationale a aussi envisagé cette option de dialogue. On voit que la voie diplomatique est finalement réouverte. Les présidents de certains pays sont en République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas aussi pour dire à Félix Antoine Tshisekedi de se mettre autour d'une table, vu le temps qui se rapproche par rapport aux négociations qui doivent se réouvrir à Nairobi? Cette diplomatie est importante, elle a tout son pesant d'or. Il est important que la République démocratique du Congo, qui est un pays à une importance énorme, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le continent, ait ces couloirs ou ces opportunités d'échange avec les différents autres pays qui sont concernés par ce conflit, pour que nous leur donnons notre son de cloche, pour que nous leur donnons, nous partageons avec eux notre opinion. Nous sommes une nation indépendante. Ils viennent peut-être avec cette initiative, le dialogue, nous sommes tous pour, cette initiative de négociation avec un groupe terroriste, parce qu'ils ont un autre son de cloche. Donc il est important, et je crois que le président Félix Tshisekedi... Ils ont toujours été plusieurs fois sur les mêmes tables pour justement parler de cette question. Oui, mais cette fois-ci, on vient avec une nouvelle approche. Le président Félix Tshisekedi a l'avantage d'avoir démontré au monde entier, à la communauté internationale, à l'Union africaine, à tous les 9 pays voisins de la RDC, sa bonne volonté de vivre en paix avec tout le monde. Sa bonne volonté aussi de mettre en place une collaboration et une coopération socio-économique dans la sous-région. Et aujourd'hui, je crois que tous ces partenaires, tous ces pays qui s'intéressent à la question, qui viennent pour des échanges, arriveront à comprendre qu'on ne peut pas imposer à un pays souverain à chaque fois de négocier avec des terroristes, parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait dans leur pays. Mais jusqu'où justement peut
tenir cette résistance de la République démocratique du Congo face à ces appels des négociations des rebelles. La condition de la RDC était que ces rebelles se retirent des différentes positions qu'ils occupent dans la partie Est. Ce n'est pas encore fait. Les armes continuent à retentir. Comment allons-nous nous y prendre au cas où aucune partie ne cède justement par rapport à ces revendications? Non, je l'ai dit, nous sommes un État souverain, nous sommes une nation. Nous avons un gouvernement, nous avons une armée. Et aujourd'hui, notre armée se comporte différemment. Notre armée a des avantages qu'elle n'avait pas hier. Lesquels? Elle a un gouvernement qui la soutient pleinement. Mais c'est la même armée qui avait défait les M23, on se rappellera, en 2012. Oui, mais on part de cette expérience, ne vous inquiétez pas. Toutes ces expériences vécues au cours de l'histoire de notre pays, tel que votre reportage le décrit très bien, depuis Sun City, on a fait un dialogue politique où nous avons réglé toutes ces questions. Mais aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que ce soit le CNDP, le M23 et toutes ces rébellions sont le fait du Rwanda qui ne veut pas que la République démocratique du Congo, ait son totale indépendance de gestion, se développe et ait la maîtrise encore de ses ressources financières. C'est aujourd'hui connu de tout le monde. C'est une guerre économique? C'est une guerre économique, c'est une guerre de suprématie d'un pays sur un autre. Aujourd'hui, nous avons une armée qui a le soutien total, non seulement de son gouvernement, mais de sa population. Ça a toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Si. Nous avons eu le malheur, par exemple, à une certaine période, d'accepter de dialoguer. Il faut savoir que le dialogue avec le CNDP a coûté très cher au régime de Joseph Kabila. Il s'est retrouvé avec toute la nation, tout le peuple, toutes les populations de l'Est du Kivu contre lui parce que c'était un acte qui avait été considéré comme un acte de traîtrise. Sur base de quoi? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur base de quoi? Parce qu'il y a eu la réintégration dans nos forces armées, dans nos services de sécurité, de ces rebelles qui étaient déjà indexés par les populations pour tous les crimes au prix de la paix qu'on n'avait jamais connu. Il y a eu quand même plus de poches des zones d'insécurité pour l'instant. Depuis 2018, on peut le dire ainsi, il y a eu une insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non, si vous ne reconnaissez pas... Non, il y a eu une volonté ferme de mettre fin à cette insécurité. Il y a un réveil de ces réseaux mafieux, terroristes, internationaux, soutenus par le Rwanda, à mettre en place une action pour empêcher à ce que la République démocratique du Congo connaisse enfin et pour une fois la paix, la stabilité qui amènera au développement socio-économique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète pour mettre fin à ces guerres qui ne cessent évidemment de mettre la population dans des conditions assez chaotiques? Nous parlons d'insécurité. L'atout majeur, c'est notre armée. Il faut que le gouvernement de la République se concentre, comme il est en train de le faire, sur nos forces armées, nos services de sécurité, les permettre de se redresser et de récupérer leur autorité. C'est ce qui va amener la paix totale. Nous avons aujourd'hui cette confiance que le gouvernement et le chef de l'État ont envers ses services, qui permet aussi de redresser certaines erreurs qui n'étaient pas redressées avant. C'est ces différentes négociations que nous avons faites qui a permis à ces groupes terroristes d'intégrer nos services. C'est ce qui a rendu notre armée faible. Aujourd'hui, nous disons non, nous voulons redresser notre armée et c'est comme ça que vous constatez que nous arrivons à récupérer. Sur le terrain, vous avez des bonnes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. C'est un désastre qui date de plus de 20 ans. Il ne faut pas vous imaginer que nous allons le résoudre en un clin d'œil. Encore que nous sommes tous en train de constater qu'il y a quand même un conglomérat international qui se mobilise sur cette question pour avoir la même mise sur les richesses du Congo. Mais qu'est-ce que la RDC, je reviens sur ma question, qu'est-ce que la RDC a pour tenir face à cette pression internationale? La RDC est un État, est une nation, elle a un peuple, elle a une armée. Elle a aujourd'hui un chef d'État qui a cette volonté ferme de vouloir résoudre cette question. Et rassurez-vous que ce sera résolu avec nos forces armées. L'on espère bien. On passe à notre deuxième dossier du jour.